Dans ce deuxième épisode de la trilogie sur les biais cognitifs et l'argent, nous allons continuer l'exploration avec 7 autres biais qui influencent nos décisions financières. Et je partagerai des conseils concrets pour commencer à les repérer et à limiter leur impact dans votre quotidien. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger une fiche conseil sur les biais cognitifs liés à l'argent pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées. Pour la récupérer, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'argent. Je m'appelle Delphine, je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées, allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact ? Que se cache-t-il derrière le Graal argent ? Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Si vous avez écouté le premier épisode de la trilogie, vous savez déjà que notre cerveau adore aller vite. Et pour ça, il utilise des raccourcis mentaux qui, bien que très pratiques, peuvent fausser nos jugements. Alors si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire maintenant, c'est l'épisode 22 du podcast, et cela vous aidera à mieux comprendre ce qui va être partagé dans ce deuxième volet de la trilogie. Dans le premier épisode, nous avons abordé les biais liés à la perception du temps, aux émotions négatives et à la prise de décision. Et dans ce deuxième volet, nous allons voir les biais sociaux, les biais d'influence. Le premier biais cognitif que je voudrais aborder aujourd'hui est très puissant et il est particulièrement influent dans nos décisions financières. C'est le biais de conformisme. Le biais de conformisme, c'est notre tendance à penser et à agir comme les autres, souvent sans même s'en rendre compte et parfois sans réfléchir. Ce raccourci mental, il peut être redoutable dans le domaine de la finance. Imaginons que tout le monde parle avec enthousiasme d'une nouvelle crypto-monnaie en plein essor. Elle cartonne, les médias en parlent, les influenceurs l'encensent et tout laisse à penser qu'elle va continuer à exploser dans les semaines à venir. De votre côté, vous n'avez pas vraiment pris le temps de vous renseigner, vous ne comprenez pas bien comment ça fonctionne, vous avez même peut-être quelques doutes, mais malgré tout, vous allez décider d'investir juste au cas où. Pourquoi ? Par peur de passer à côté d'une opportunité, pour être accepté, ou pour éviter d'être à contre-courant et d'avoir l'air d'être celle ou celui qui n'y comprend rien. Ce type de comportement est très courant. Nous préférons parfois avoir tort avec les autres que raison seule. C'est beaucoup plus confortable et c'est moins risqué socialement. Ce phénomène, les psychologues le connaissent très bien. Dans les années 50, Salomon Asch, un pionnier de la psychologie sociale, avait mené une série d'expériences devenues célèbres et il a montré qu'un individu pouvait donner une réponse clairement fausse à une question simple uniquement parce que les autres l'avaient fait avant lui. Le poids du groupe influence nos décisions, souvent bien plus que nous ne l'imaginons. En fait, nous allons chercher à nous aligner, à nous fondre dans la masse, parce que ça rassure, parce que ça donne l'illusion de faire le bon choix, ou à défaut, de ne pas être le seul à se tromper. Ce réflexe de conformité, bien que très humain, peut nous pousser à suivre des mouvements irrationnels et à faire des choix peu réfléchis. Et ce réflexe, il peut vraiment coûter très cher sur le plan financier. On le voit très clairement à l'œuvre dans les effets de bulles spéculatives ou de panique sur les marchés financiers, où les personnes vont se mettre à acheter parce que tout le monde achète ou à vendre parce que tout le monde vend. Un autre biais très courant, c'est le biais de preuve sociale. Le biais de preuve sociale, c'est notre tendance à croire qu'un comportement est juste ou approprié parce qu'un grand nombre de personnes l'adoptent. Autrement dit, si beaucoup de gens font quelque chose, c'est que ça doit être bien. Et quand il s'agit d'argent, ce biais peut devenir particulièrement piégeux. En fait, avec ce biais, nous utilisons le comportement des autres
comme une source d'information sur ce qu'il faut faire. Et cela peut se manifester même si nous ne sommes pas directement en interaction avec les autres. Nous pouvons simplement être influencés par les avis positifs, par le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de témoignages. Donc c'est beaucoup basé sur le nombre. Tout le monde achète, donc ça doit être bien. Ce réflexe, il peut nous inciter à dépenser ou à investir parfois sans recul, et bien évidemment, ça peut avoir un impact considérable sur nos finances. Imaginons que vous soyez tenté d'acheter un produit ou une formation en ligne simplement parce qu'il y a des centaines de commentaires positifs, des témoignages convaincants de personnes qui vous ressemblent ou des captures d'écran de gains impressionnants. Votre cerveau, il va se dire, si ça marche pour autant de gens, c'est que ça doit être fiable. Ça a l'air sérieux, je peux pas rater ça. Et ça, c'est exactement le biais de preuve sociale à l'œuvre. En marketing, on parle même de démonstration par la preuve sociale. C'est une technique qui est très utilisée aujourd'hui, notamment sur Internet et sur les réseaux sociaux. Elle peut prendre la forme d'avis clients mis en avant, de témoignages vidéo ou écrits de personnes qui vous ressemblent, qui sont très satisfaites, de la mise en avant du nombre de likes, de partages, de ventes affichées en temps réel. Ça peut aussi prendre la forme d'études de cas, de statistiques ou de chiffres clés comme grâce à ce programme, 90% des clients ont vu leur épargne progresser au bout de 3 mois. Ou encore des messages d'urgence comme place limitée, rejoignez les 12 500 personnes déjà inscrites, ou encore 2000 investisseurs ont déjà profité de cette offre exclusive, plus que 24 heures pour vous inscrire. Cette approche, elle repose sur un principe simple. Si beaucoup de gens semblent satisfaits, eh bien, on va naturellement croire que l'offre, elle est de qualité. Ça va rassurer, ça va réduire les freins à l'achat, ça va donner l'illusion de popularité ou d'efficacité, et ça va pousser à l'achat rapide. Je vous invite à rester très vigilant par rapport à ce biais et à toujours garder un esprit critique, parce que très souvent, ce qui semble trop beau pour être vrai, l'est réellement. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes achètent un produit ou un placement qu'il est bon. Et ce n'est pas parce qu'une vidéo fait des millions de vues qu'elle est forcément fiable. Un autre piège bien connu et impactant dans nos décisions financières, c'est le biais d'autorité implicite. Avec ce biais, nous n'allons pas suivre la majorité comme dans le biais de conformisme, mais nous allons suivre une figure que nous percevons comme légitime. Nous allons accorder du crédit à une personne simplement parce qu'elle semble savoir de quoi elle parle et sans toujours chercher à vérifier ce qu'elle dit ni d'où elle parle. Pour illustrer ce biais, prenons l'exemple d'un influenceur très suivi sur YouTube qui recommande une action à acheter absolument. Beaucoup de personnes vont sauter le pas sans vérifier s'il est vraiment compétent ou s'il est rémunéré pour en parler sur ses réseaux. En fait, l'apparence de légitimité peut suffire pour suspendre notre esprit critique. Et ce phénomène ne touche pas que les particuliers qui n'ont pas eu d'éducation financière. Prenons l'affaire Madoff, l'une des plus grosses escroqueries financières de l'histoire. Bernard Madoff, c'était un acteur central de Wall Street. Il a été président non exécutif du Nasdaq à plusieurs reprises. Il était réputé pour son expertise en finance, c'était un philanthrope respecté. Bref, son image publique inspirait une confiance totale. Et pendant plus de 20 ans, il a mené cette escroquerie financière à travers un fonds d'investissement privé basé sur une pyramide de Ponzi. Le montant de la fraude, il est estimé à environ 65 milliards de dollars en pertes fictives et entre 17 et 20 milliards de dollars en capital réel investi. Il y a des milliers de personnes, dont des retraités, des fondations caritatives, des banques, des grandes fortunes et même des célébrités qui ont été ruinées, et ça dans le monde entier. L'affaire Madoff, elle a vraiment permis de révéler à quel point l'image d'autorité et de respectabilité peut court-circuiter notre esprit critique, même chez des professionnels aguerris. Donc le biais d'autorité implicite, il va nous pousser à déléguer notre jugement à quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il a une aura d'expert. Mais quand on parle d'argent, cette confiance aveugle peut nous coûter très cher. Il faut bien comprendre que le biais d'autorité ne repose pas toujours sur une expertise réelle, mais plus sur l'apparence de compétence ou de légitimité. Dans des domaines complexes comme la finance, l'immobilier ou la tech, c'est assez facile de prendre le charisme pour de la compétence, alors qu'il ne s'agit parfois que d'un bon discours bien rodé.
Imaginons un conseiller bancaire ou un vendeur de placements financiers qui a une tenue soignée, qui parle avec aisance et précision, qui utilise un vocabulaire technique, persuasif, qui semble sympathique, très sûr de lui, et qui vous dit que ce produit il est parfait pour vous, avec un petit graphique ou des preuves sociales à l'appui. Eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, il a l'air de savoir de quoi il parle, il est sympathique, je peux lui faire confiance. Et c'est à ce moment précis que nous pouvons basculer dans le biais d'autorité implicite si nous ne prenons pas de recul et si nous ne cherchons pas à vérifier le fond. C'est assez facile de confondre persuasion et expertise et ça peut vraiment mener à de très mauvaises décisions financières. Ça me tient vraiment à cœur de vous en parler parce que j'ai moi-même perdu beaucoup d'argent à cause de ce biais d'autorité implicite. Il y a quelques années, j'ai investi et perdu de l'argent en faisant confiance à une personne qui avait un discours fluide et convaincant, une posture rassurante, du charisme, une aura d'experte, parce que c'était une femme inspirante avec un CV très impressionnant, beaucoup d'assurance, et j'ai investi dans son entreprise sans creuser beaucoup plus loin. À l'époque, j'étais dans une situation personnelle assez anxiogène, j'étais dans une forme d'avidité aussi, et j'ai été attirée par des promesses alléchantes, par l'appât d'un gain rapide. Et c'est exactement à ce moment-là que le biais a pris le dessus. Au lieu de poser les bonnes questions, j'ai remis mon pouvoir à cette experte, j'ai remis mon pouvoir à l'extérieur et je n'ai pas su détecter les signaux faibles. Il faut savoir que le biais d'autorité implicite, il peut se combiner au biais du halo, qui consiste à créer un halo positif ou négatif autour d'une personne à partir d'une seule caractéristique. C'est très répandu avec les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne l'argent et la richesse. Je vous donne l'exemple d'une influenceuse qui affiche un train de vie luxueux sur ses réseaux avec une magnifique maison, une très belle voiture, une montre sublime, des vêtements de marque, des voyages aux quatre coins du monde, etc. Elle a plus de 100 000 abonnés, elle parle de liberté financière et d'investissement. Et le biais de halo va nous faire dire, puisqu'elle est à l'aise financièrement, elle est aussi compétente, intelligente et digne de confiance. Et le biais d'autorité implicite, il va la positionner comme une figure d'autorité en finance. Alors on va se mettre à écouter ses propos sans vraiment les remettre en question et on va se dire, vu son style de vie, elle sait de quoi elle parle et nous allons être influencés par l'image qu'elle renvoie et du coup beaucoup plus enclins à suivre ses programmes. Le biais de halo et le biais d'autorité implicite peuvent donc se renforcer mutuellement. Un autre biais très puissant dans les décisions financières, c'est le biais de rareté. Ce biais, il va nous pousser à accorder plus de valeur à quelque chose simplement parce qu'il est présenté comme rare ou limité. Autrement dit, c'est rare, donc c'est précieux. Ce biais, on le retrouve très clairement dans l'univers du luxe, où l'exclusivité fait partie intégrante de la stratégie. Ça donne l'impression que le produit n'est pas accessible à tout le monde, ce qui va le rendre automatiquement plus désirable. Par exemple, pour avoir un sac Birkin de chez Hermès, il faut attendre jusqu'à 6 ans, et ce délai d'attente ne fait qu'augmenter la valeur perçue de l'objet. Mais le biais de rareté ne se limite pas au luxe. On le retrouve aussi dans le marketing et la vente grand public, à travers par exemple des séries limitées, des listes d'attente, ou des phrases comme offre spéciale jusqu'à minuit, il ne reste plus que 3 exemplaires, place limitée, réserve maintenant, etc. Ces messages, ils jouent directement sur notre peur de manquer une opportunité. Et même si nous n'avons pas vraiment besoin du produit, l'idée qu'il pourrait disparaître va nous pousser à agir vite et parfois sans réfléchir. Dans le domaine de l'argent, ce biais peut nous amener à investir dans une opportunité simplement parce qu'elle ne se représentera pas, à acheter une formation ou un programme par peur de rater le coche, ou encore se précipiter sur une offre de lancement pour ne pas être le dernier. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'urgence perçue, elle est souvent artificielle. Elle est conçue pour court-circuiter notre réflexion et nous pousser à prendre une décision immédiate. En fait, le biais de rareté nous fait confondre valeur réelle et rareté apparente. Et cette confusion peut nous conduire à dépenser ou à investir notre argent sous pression plutôt que par choix réfléchi. Un autre biais qui influence fortement nos décisions financières sans qu'on s'en rende compte, c'est le biais de familiarité. Ce biais, il repose sur une idée simple et puissante. Nous avons tendance à préférer ce qui nous est familier, même si ce n'est pas la meilleure option.
Autrement dit, on choisit ce qu'on connaît, ce qui nous rassure et ce qui ne nous demande pas trop d'effort mental. Et on va se méfier de ce qui nous est inconnu, même si ça pourrait objectivement être plus pertinent ou plus rentable. Exemple concret. Vous décidez d'investir en bourse, mais vous allez acheter uniquement des actions françaises. Pourquoi? Parce que vous avez entendu parler des entreprises, vous voyez à peu près ce qu'elles font. En revanche, vous allez éviter les marchés internationaux, même s'ils sont plus dynamiques, diversifiés ou potentiellement plus rentables. Tout simplement parce qu'ils vous semblent lointains, complexes ou incertains. Autre exemple, vous êtes client ou cliente de la même banque depuis vos 18 ans parce que vos parents étaient dans cette banque ou parce que vous y avez ouvert votre premier compte étudiant. Pourtant, les frais bancaires, ils y sont élevés, les services sont peu adaptés à vos besoins actuels et dans d'autres banques, qu'elles soient en ligne ou pas, eh bien, il y a des offres plus intéressantes, plus transparentes. Pourtant, vous n'allez pas changer de banque. Pourquoi? Parce que vous connaissez cette banque. Vous savez comment elle fonctionne, vous y avez vos habitudes. Et l'idée de comparer, de transférer vos comptes ou d'apprendre à utiliser une nouvelle appli bancaire, eh bien, ça vous décourage à l'avance. Ce n'est pas de la logique financière qui guide vos choix ici, mais c'est la familiarité qui vous pousse à rester dans votre zone de confort. Et ce biais de familiarité, il ne garantit pas la meilleure performance. Il peut vous faire perdre de l'argent tous les ans, simplement parce que vous restez dans ce que vous connaissez, dans votre zone de confort, même si c'est pas optimal, même si c'est pas avantageux. Dans la même logique, il y a le biais de statu quo qui nous pousse à ne rien changer, même quand changer serait vraiment plus avantageux. C'est une forme d'inertie mentale qui nous fait penser « ça fonctionne comme ça depuis toujours, alors pourquoi faire autrement ?» Imaginons que vous avez un contrat d'épargne ouvert depuis des années. Ce n'est pas forcément la meilleure offre du marché, les frais sont élevés, les rendements sont moyens, mais vous le gardez simplement parce qu'il est déjà en place. Vous vous dites que le changer serait compliqué, que ça va vous prendre du temps, ou alors vous oubliez même qu'une autre option est possible. Et vous restez par habitude ou par peur du changement. Ce biais peut se manifester dans beaucoup de situations et freiner les décisions d'optimisation, même les plus simples. Il peut vous amener à garder un abonnement inutile, à ne pas renégocier un crédit même si les taux ont baissé, à ne pas revoir votre budget ou vos placements même quand votre situation évolue, ou à continuer un projet ou un investissement par peur de gâcher ce que vous avez déjà mis dedans, même si ce n'est pas rentable. Donc ce biais, il donne l'illusion de stabilité, mais en réalité, il nous empêche d'optimiser les choses. Et dans le domaine de l'argent, cette immobilité, elle peut coûter des centaines, voire des milliers d'euros sur le long terme. Pour pallier à ce biais, je vous encourage à vous demander régulièrement si je partais de zéro aujourd'hui, est-ce que je referais ce choix? Vous pouvez aussi comparer les offres au moins une fois par an, que ce soit les banques, les assurances, l'épargne, etc. Et bien sûr, il va aussi s'agir d'accepter que changer ne veut pas dire tout remettre en question, mais simplement réajuster en conscience. Autre biais très courant et souvent sous-estimé dans la prise de décision financière, le biais d'optimisme. C'est notre tendance naturelle à surestimer nos chances de succès et à sous-estimer les risques ou les obstacles. Autrement dit, le cerveau se répète « ça va bien se passer, j'en suis sûr ». Imaginons que vous avez investi dans la crypto ou en bourse et que vous avez réalisé un bon coup. Votre investissement a bien marché, vous avez gagné de l'argent rapidement. Et là, une sensation agréable s'installe en vous. Vous vous sentez confiant, peut-être même un peu invincible. Et du coup, vous décidez d'investir davantage, plus vite et parfois même avec des actifs plus risqués. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas analyser aussi sérieusement qu'avant. Vous allez ignorer certains signaux d'alerte, vous allez sauter l'étape de vérification parce que, comme ça a marché une fois, pourquoi pas deux? Et c'est là que le biais d'optimisme vous joue un mauvais tour. Vous vous exposez à une perte sévère simplement parce que vous avez surestimé la probabilité que tout se passe bien. Ce biais, il est d'autant plus traître qu'il s'appuie sur une émotion positive, l'euphorie, la confiance ou l'espoir, et on croit que parce qu'on a déjà eu une réussite, on va la reproduire automatiquement, et on oublie que les marchés, les contextes et les règles évoluent en permanence.
C'est vraiment important d'intégrer qu'une bonne décision financière ne se prend pas dans l'enthousiasme du moment et jamais sous le coup d'une émotion. Elle se prend en regardant l'ensemble des scénarios possibles. Le scénario optimiste, tout se passe bien, je gagne de l'argent. Le scénario réaliste, j'ai des gains modérés ou une stagnation. Et le scénario pessimiste, je perds une partie, voire la totalité de ma mise. Un bon investisseur, un bon gestionnaire, c'est une personne qui anticipe ce qui peut mal tourner sans sombrer dans la peur et avec lucidité. C'est important de ne pas confondre espoir et réalité. Il y a un autre piège mental très courant quand on parle d'argent et très proche du biais d'optimisme, c'est le biais de surconfiance. C'est notre tendance à surestimer nos compétences, nos connaissances ou notre capacité à prédire l'avenir. Autrement dit, je suis sûr de mon analyse, je sais ce que je fais, je suis meilleur que la moyenne. Ce biais peut toucher tout le monde, même les personnes intelligentes et expérimentées, et d'ailleurs c'est surtout elles que ce biais touche. Et dans les décisions financières, c'est particulièrement dangereux. Imaginons que vous avez passé quelques heures à regarder des vidéos sur l'investissement et que vous avez eu un ou deux bons résultats en bourse ou en crypto. Rapidement, vous commencez à penser que vous avez compris comment ça fonctionne, que vous savez repérer les bonnes opportunités et vous commencez à prendre plus de risques, à ignorer certains conseils ou à croire que vous n'avez pas besoin d'aide. Et là, sans vous en rendre compte, vous glissez dans le biais de surconfiance. Il y a un lien entre surconfiance et dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous obtenons un gain, une réussite, ou même simplement une bonne intuition qui se confirme, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui nous donne une sensation de bien-être et de confiance. Cette sensation renforce la conviction que nous sommes capables de reproduire ce succès, ce qui alimente le biais de surconfiance. Plus nous ressentons cette sensation, plus nous sommes tentés de rejouer le même comportement, même si la situation réelle demande de la prudence ou de l'analyse. Et ça peut facilement devenir un cercle vicieux parce que ça va pousser à rechercher toujours plus de gains rapides, à prendre des risques excessifs et à ignorer les signaux d'alerte. Je vous invite vraiment à être vigilant avec ce biais car il réduit notre prudence, il affaiblit notre esprit critique et il nous donne une fausse impression de contrôle. Le dernier biais que je vais aborder dans cet épisode, c'est le biais d'illusion de corrélation. Ce biais nous pousse à percevoir une relation entre deux événements ou deux choses qui n'ont en réalité aucun lien, ou à surestimer la force de cette relation. Nous allons croire qu'il y a un lien de cause à effet ou une association forte, simplement parce que les deux choses arrivent en même temps ou fréquemment ensemble. Mais ce lien, il peut tout simplement être exagéré par notre perception, être une fausse association ou une simple coïncidence. Et il y a des exemples assez parlants autour de l'argent. Prenons la croyance, les gens riches sont forcément plus heureux. C'est un lien souvent surestimé. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans le bonheur, notamment la santé mentale, la qualité des relations, le sens que nous attribuons à ce que nous faisons, etc. Et des études montrent qu'au-delà d'un certain montant de revenus, le bonheur n'augmente plus forcément. J'ai d'ailleurs consacré un épisode à la thématique de l'argent et du bonheur, c'est l'épisode numéro 10 qui s'intitule « Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le ». Je vous invite à l'écouter si cela vous intéresse. Notre cerveau, il va faire le lien entre les gens riches et le bonheur parce que c'est plus rassurant. Et que le cerveau, il aime trouver du sens, il aime trouver des connexions et ça lui permet d'aller vite même si c'est faux. Un autre exemple fréquent, c'est de conclure qu'une personne qui voyage souvent, qui porte des marques de luxe, qui mange dans des restaurants haut de gamme est forcément riche. Alors que la personne peut tout simplement louer les vêtements qu'elle porte, être endettée, vivre au-dessus de ses moyens, miser sur le paraître, ou avoir l'archétype de la célébrité qui est dominant dans ces archétypes financiers. Donc notre cerveau, il crée une fausse corrélation entre dépenses visibles, apparence et réalité financière. Donc je vous invite à vous méfier de ce biais cognitif. Nous avons déjà passé en revue 16 biais cognitifs et l'impact qu'ils ont sur notre relation à l'argent. Nous en avons vu 7 dans le premier épisode et 9 dans celui-ci.
J'imagine que vous vous demandez « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Je vais vous partager 7 clés pour repérer et utiliser les biais cognitifs dans votre vie financière. La première étape, c'est d'accepter que personne n'est 100% rationnel, même pas vous. Nos jugements sont influencés en permanence par nos émotions, par notre environnement, par nos expériences passées, et ce n'est pas un défaut, c'est humain. Plus vite nous prenons conscience et acceptons cette réalité, plus vite nous pouvons être attentifs à ces automatismes mentaux. Vous pouvez par exemple prendre l'habitude de vous demander « Et si je me trompais ?» ou « Est-ce que je réagirais pareil si les choses étaient formulées différemment ?» La deuxième clé importante, c'est de toujours prendre son temps avant de prendre une décision financière. Parce que les décisions impulsives sont vraiment le terrain de jeu favori des biais cognitifs. Quand une offre semble très alléchante, qu'un placement vous enthousiasme ou qu'un achat vous tente, je vous invite à faire une pause, à respirer, à laisser passer au moins une nuit et à y revenir plus tard avec un œil plus lucide. Le simple fait de prendre un temps de réflexion suffit parfois à désactiver un biais émotionnel. La troisième clé, ça va être d'apprendre à vous connaître vous-même. Parce que les biais ne s'expriment pas de la même manière chez tout le monde. Plus vous allez identifier vos propres tendances cognitives, plus vous allez pouvoir les anticiper. Je vous invite à tenir un petit carnet ou à noter dans votre téléphone les situations où vous avez pris des décisions financières hâtives ou regrettées. Et vous verrez assez vite des schémas personnels émerger. L'idée, c'est d'identifier vos tendances personnelles. Est-ce que vous êtes du genre à suivre la foule, c'est-à-dire biais de conformité, à craindre la perte plus que vous n'aimez gagner, c'est l'aversion à la perte, à croire que ça ira mieux demain, biais d'optimisme, ou à avoir du mal à changer ce qui est déjà en place, biais de statu quo. Plus vous allez identifier vos propres tendances cognitives, plus vous allez pouvoir les anticiper. Donc ce travail d'introspection est vraiment important. Un autre moyen pour sortir d'un biais cognitif, c'est d'exposer son raisonnement à d'autres angles de vue. Donc ça peut passer par le fait de consulter plusieurs sources d'informations et pas juste celles qui confirment ce que vous pensez déjà. Ça peut consister à parler avec des personnes qui ont un niveau d'expérience ou de tolérance au risque différent du vôtre. Ça peut aussi consister à demander à quelqu'un de jouer l'avocat du diable. Il pourrait par exemple vous demander « Et si tu devais m'expliquer pourquoi cette décision est une mauvaise idée ?» Donc tout cela, ça va aider à sortir de votre bulle mentale. La cinquième clé, ça va être de renforcer votre éducation financière. Parce que l'éducation financière, c'est le meilleur bouclier par rapport aux manipulations cognitives. Je vous encourage vraiment à investir du temps dans des contenus pédagogiques fiables, dans des livres, dans des podcasts, dans des formations sérieuses, pour ne pas vous laisser guider uniquement par vos émotions ou par les promesses marketing. Vraiment, le savoir va réduire la vulnérabilité au biais. La sixième clé, ça va être de clarifier les choses. Poser les choses par écrit, par exemple, va aider à revenir aux faits et à reprendre du contrôle face aux biais cognitifs. Pour cela, vous pouvez utiliser des tableaux comparatifs, effectuer des simulations de pertes et de gains, utiliser des checklists pour vérifier les critères objectifs d'un placement ou d'un achat, utiliser des fiches de décision dans lesquelles vous répondez à quelques questions, comme par exemple « Pourquoi j'achète ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui se passe si je n'achète pas maintenant ?» etc. Et la septième clé, ça va être de se poser une question simple avant chaque décision financière. Cette question, c'est « Est-ce que cette décision m'aide à me rapprocher de ma vraie vision de la richesse ?» Et cette vision de la richesse, ça peut être la sécurité pour votre famille, l'indépendance financière, la liberté de choix ou simplement la tranquillité d'esprit. Les biais, ils nous poussent à réagir à court terme. Et nos objectifs nous reconnectent au long terme, à ce qui compte vraiment pour nous. Et cette question, elle peut suffire à désactiver beaucoup de biais cognitifs. Parce que lorsque nos décisions sont alignées avec nos objectifs profonds, nous résistons mieux à la tentation, à l'urgence et à l'illusion collective.
Je vous rappelle que vous pouvez télécharger une fiche conseil sur les biais cognitifs liés à l'argent pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées. Pour la récupérer, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Nous arrivons à la fin de cet épisode. S'il vous a plu et si vous souhaitez me soutenir dans la réalisation de ce podcast, je vous remercie de bien vouloir le partager autour de vous, de lui mettre une jolie note ou un avis sur les plateformes de podcast comme Spotify ou Apple Podcast. Et vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube Richesse Illimitée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.